L'idée d'aujourd'hui, c'était de présenter les solutions de Winat et comment nos partenaires utilisent les données météo. La donnée météo, elle est au cœur du métier de l'agriculteur. Comme le disent certains de nos clients, c'est la clé de voûte du métier d'agriculteur. Winat, on en connaît beaucoup sur notre partie capteur. On est producteur de capteurs, mais on fournit aussi d'autres types de données, de la météo spatialisée. Qu'est-ce que c'est que la météo spatialisée? C'est une technologie qu'on a développée chez Winat, qu'on a en historique depuis 2012, où en fait on va venir se nourrir de différentes sources d'observation qu'on peut acquérir. Ça va être de la donnée au sol, ça va être de stations, ça va être de la donnée radar, ça va être de la donnée satellite. Et notre savoir-faire et notre métier, c'est d'harmoniser ces bases de données et de produire une grille au kilomètre carré, heure par heure, des observations météorologiques qu'on a pu avoir sur le territoire. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter comment des acteurs du territoire qui sont au quotidien à proximité des agriculteurs utilisent ces données météo. Du coup, je vais accueillir Pierre-Édouard Sougaud, qui est chargé de développement et chargé d'innovation à la coopérative NatUp. En quelques mots, quelles sont les missions de NatUp? Alors du coup, je vais démarrer par la présentation de la coopérative. La coopérative NatUp, c'est une coopérative de 7000 adhérents qui est basée en Normandie, qui s'étend sur 8 départements, dont le cœur de métier, c'est l'approvisionnement et la collecte de grains, et plus largement de cultures, donc de céréales, d'oléoprotéagineux et de cultures industrielles. Et donc pour ma part, donc, je suis chargé de projet outils agronomiques au sein du service innovation et développement. Donc le but de mes missions, c'est de créer des outils d'aide à la décision pour nos agriculteurs, des outils d'aide à la vente pour nos technico-commerciaux, et au-delà de ça, de valoriser tout ce qui est données agricoles. Donc ça va des analyses de sol, à la traçabilité de nos adhérents, en passant bien sûr par la donnée météo. Merci Pierre-Édouard. Donc encore une fois, j'excuse Benoît Moreau qui devrait arriver. La Société du Canal de Provence, pour les présenter très rapidement, eux sont des gestionnaires d'eau, c'est-à-dire qu'ils stockent de l'eau, ils distribuent de l'eau pour l'industrie, l'agriculture, et ils accompagnent aussi les agriculteurs. Frédéric Humbert, directeur recherche et développement à la coopérative Dijon Céréales, qui fait partie d'une alliance. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement directeur R&D pour l'Alliance BFC, Union de 3 coopératives en Bourgogne-Franche-Comté, Dijon Céréales Bourgogne du Sud, Terre Cantoise, qui regroupe donc 12 000 adhérents sur le territoire assez diversifié entre de l'élevage laitier sur la zone Franche-Comté avec le Comté, de la viticulture, grande culture, élevage laitier aussi en Saône-et-Loire, et en Côte d'Or, grande culture, viticulture et un peu d'élevage allaitant. Voilà. Merci. Comme je le disais en introduction, la météo, quand on travaille dans le monde agricole, la météo, elle est partout, pour les agriculteurs, mais aussi pour vous en tant que structure. Frédéric, comment la météo au quotidien, elle impacte vos activités en tant que coopérative? Bien évidemment, nous, la météo nous impacte à plusieurs niveaux. Déjà, dans les conseils qu'on peut prodiguer aux adhérents, quoi. Ce qu'on fait à partir de nos référentiels, ce qu'on appelle nous des bulletins de conseil culture, quoi, des flash culture. Et donc à travers ce bulletin, c'est par exemple sur les interventions, le positionnement ou des dates de semis, ou positionnement de fertilisants azotés au bon moment, par exemple, ou de fongies au bon moment aussi, en fonction de la prévision météo, soit quelques jours, soit quelques heures, parce que pour les fongies, c'est souvent quelques heures. Merci, oui, donc on est vraiment dans l'action suite à un événement météorologique. Il y a aussi une autre approche qu'on peut avoir. Alors, on ne va plus parler de météo, mais plutôt de climat. On va plutôt être dans la stratégie de se dire, demain, le dérèglement climatique, les tendances climatiques, elles vont nous amener vers où? Quelle filière? Quels besoins de restructuration? Pierre-Édouard, c'est un travail que vous avez mené chez NatUp, cette ambition climat. Tu peux nous en dire quelques mots, ce que vous avez fait et concrètement ce que ça peut apporter pour vous en tant que structure et aussi pour un agriculteur? Oui. Alors pour la partie climatique, ça fait désormais 2 ans qu'on travaille sur le projet climat. C'est un projet financé par l'Europe et la région Normandie, dans lesquels nous, NatUp et Weather Mesure, WINAT, avons collaboré ensemble.
Donc le but est de voir quels sont les impacts du changement climatique sur la production agricole, sur les différentes filières de nos adhérents, pour mieux anticiper les conseils justement et pour pouvoir s'adapter à ces changements. Donc dans ce cadre-là, on a démarré par un zonage climatologique de notre coopérative. La coopérative étant sur 8 départements, on a une très grande variabilité de microclimats présents et aussi de type de sol, donc un pédoclimat qui est très varié. Donc on a d'abord utilisé un zonage climatique pour mieux définir notre territoire. Ensuite, on a projeté les différents scénarios du GIEC justement pour travailler sur la tendance climatique que nous sommes en train de suivre. Et donc ensuite, cette tendance climatique, on l'a traduite en impact sur nos cultures. Donc cela est passé par plusieurs impacts. Des impacts de déficit hydrique ou d'excès hydrique sur les cultures et d'excès de chaleur, de chaleur ou de froid sur les cultures. Le but, ça a été vraiment de pouvoir bien calibrer les différentes cultures sur tout le territoire, donc en travaillant sur des données climatiques cette fois-ci et non plus météorologiques. Donc ça a été un vrai enjeu. Derrière, ce qu'on en retire pour nos agriculteurs, on a une plateforme qui permet à nos adhérents, nos agriculteurs, de pouvoir simuler ces impacts sur leur exploitation à eux, sur leur cas particulier. Et donc dans ce cadre-là, dans la démarche, on a intégré une vingtaine d'agriculteurs qui nous ont accompagnés tout au long du projet pour nous aider justement dans des décisions qui pouvaient être cruciales pour que tout le monde puisse bien comprendre comment marche l'outil, pour savoir quels sont les impacts, comment parler en fait agriculteurs réellement. Et donc ça, c'est la plateforme, elle a été faite en coopération avec eux. Et donc les résultats, c'est comme je le disais, des impacts sur les différentes filières. Ça sert à nos adhérents pour qu'ils puissent se projeter. Ça nous sert également, nous, à la coopérative, pour justement savoir quelles sont les filières qui vont être en difficulté et surtout, au-delà des filières, quels sont les secteurs qui vont être les plus à risque. Comme je disais, la coopérative est vraiment très diversifiée en termes de pédoclimat. Donc il y aura des secteurs qui vont être plus à risque que d'autres, donc des adaptations qui vont être parfois plus radicales sur certains secteurs pour pouvoir s'adapter à tous ces changements. Merci Pierre-Édouard. Frédéric, une question pour toi, toujours à l'échelle de ces territoires et de cette filière. Chez vous, comment ça se matérialise les conséquences météo sur une année ? Alors sur une année, bon, ça peut être très variable. On a fait le même travail, nous, en 2019-2020, sur une projection des 12 cultures majoritaires au registre parcellaire PAC à l'échelle du territoire, au kilomètre carré, avec un rendu sous forme de cartographie. Voilà. L'impact, bon, les données du GIEC nous prévoient que jusqu'à 2040, les cultures d'hiver seront plutôt peut-être assez préservées. Les cultures d'été, par contre, sont beaucoup plus en danger. Et on aura des années probablement avec un déficit de production qui va s'agrandir d'année en année. Et après, comment ça peut se traduire sur l'échelle d'une campagne, c'est que en fait, on utilise aussi ces données météo, parce que là, on parlait plutôt de climat, et donc il y a toujours la notion de climat et la notion de météo, et aussi de données météo à l'échelle d'une année, qui finalement nous retranscrivent vers une tendance de climat. Et donc à l'échelle d'une année, nous, on affine en fait beaucoup la complémentarité d'un modèle tel que WINAT, c'est-à-dire entre des données spatialisées Weather Major et des données et complétées par un réseau de stations. Nous, on a 200 stations sur le territoire. En fait, affine la prévision de la donnée et nous permet aussi, à partir de nos modèles, d'affiner les prévisions de rendement et donc de volume de collecte pour l'année donnée. On essaie de le faire le plus en amont possible pour des questions aussi après d'organisation logistique, etc., qui finalement peuvent être coûteuses si on ne sait pas bien s'organiser et s'adapter au volume de production. Très bien, merci. Benoît, on discutait avant que tu arrives de l'impact météo dans les métiers de coopératives agricoles. Je vais te laisser te représenter les métiers de la SCP et je reviendrai sur ces questions à l'échelle de territoire. Bonjour à toutes et tous, désolé pour mon retard. La SCP Canal de Provence, c'est essentiellement l'alimentation en eau de la région sud.
C'est la moitié de l'alimentation, c'est 2 millions d'habitants qui alimentent en eau brute. C'est la moitié des surfaces irriguées, hein, donc ça c'est le métier principal. Hein, amener l'eau dans une région qui a connu des sécheresses depuis des siècles. Hein, donc c'est pas nouveau pour la région sud, mais ce qu'a connu la région sud depuis des siècles, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ce que vont connaître une grosse partie des régions européennes. Des sécheresses, trop d'eau et pas assez d'eau. Hein, on ne revient pas sur le constat des changements climatiques. Donc on a cette expérience-là et on est donc auprès du monde agricole. Donc ça c'est notre métier principal. On est une structure de droit privé mais avec des actionnaires publics, hein, qui donne une marge, une souplesse d'action, mais l'intérêt général comme objectif. Donc nos actionnaires sont les départements, la région. Et donc on intervient pour investir sur le territoire, ça c'est notre première mission, alimenter en eau, hein, des investissements, amener la ressource, hein, les transférer des Alpes vers les territoires qui ont des besoins en eau. Et l'autre métier, c'est auprès du monde agricole. Hein, donc le monde agricole est un acteur important et c'est du conseil agronomique. Ah, donc ça fait partie de nos métiers. Donc on a besoin notamment de données météo pour améliorer ce conseil et on y reviendra tout à l'heure sur la façon dont on le met en œuvre. Très bien, merci. Alors justement, avant que tu arrives, on parlait de cette échelle territoire, qu'une année, la météo allait avoir beaucoup d'impact, il peut pleuvoir à certains endroits et pas à d'autres. Vous, en plus, vous gérez de l'eau et des stocks d'eau que vous distribuez le reste de l'année. Concrètement, la météo, comment elle impacte vos différents métiers ? Alors, on a deux sujets. On a du temps long, la climatologie. Donc là, on travaille avec l'INRAE Explore 2 pour prévoir, entre guillemets, hein, l'état des ressources dans 50 ans, 100 ans, hein, avec les différentes prospectives du GIEC sur les changements climatiques. C'est fondamental. Mais évidemment, sur de la météo, donc là, on est sur des temps courts. Ce qui est important pour nous, c'est à la fois quand on gère des barrages, évidemment, s'il y a des crues, hein, donc c'est toute cette gestion. Et puis c'est aussi auprès, là, donc on est à l'échelle territoriale, des degrés. On peut savoir, effectivement, si on va avoir, pour préparer l'alimentation en eau, on a besoin, et on utilise l'intelligence artificielle aussi là-dessus, pour anticiper les besoins dans les 10 prochains jours, hein, en fonction de différentes problématiques. Donc la donnée météo en entrée est importante pour nous en tant que gestionnaire d'un réseau. Et puis l'autre élément, c'est à la parcelle, là pour les agriculteurs. Et effectivement, donc on intervient sur ces deux aspects, le niveau régional pour gérer des grands ouvrages, des barrages, mais aussi le niveau de la parcelle. Et là, on intervient pour le compte des agriculteurs dans du conseil, hein, auprès d'eux, ou aussi auprès des filières, hein, puisqu'on a, dans le cadre de la concession régionale, une obligation de service public et on donne des bulletins d'information pour mieux irriguer, hein, et effectivement mettre la bonne dose. C'est-à-dire la météo nous permet de dire, attention, là certes il y a eu 3 jours de Mistral et un temps sec et la sécheresse du sol, mais évidemment n'allez pas irriguer, n'allez pas mettre une dose d'irrigation que quelque part vous allez regretter dans quelques jours, les jours suivants. Hein, donc c'est fondamental. Et là, c'est une mission de service public, cette partie-là. C'est auprès des filières. Et on dit, voilà, dans les 10 prochains jours, au vu de ce qui s'est passé les 10 derniers jours, voilà les conseils d'irrigation qu'on peut donner pour optimiser la consommation en eau. Et puis après, il y a le sujet à la parcelle dans le conseil agronomique. C'est ce que je voulais toucher du doigt. On a vraiment cette approche territoriale avec vos enjeux qui sont différents devant vos métiers. Entre on gère de l'eau et on gère une appro, des céréales. Ça, c'est vos enjeux à vous. Pour un agriculteur, concrètement, dans son quotidien, comment vous pouvez l'accompagner ? Je sais qu'à la SCP, vous faites à la fois des bulletins par rapport à des filières, d'accompagnement technique auprès des agriculteurs avec des réseaux et des conseillers. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil pour les agriculteurs ? Alors, l'idée, c'était qu'on ne peut pas mettre des capteurs partout. Les capteurs ont un coût, hein, à la parcelle. On ne peut pas en mettre dans chaque parcelle. Donc, on s'appuie à la fois sur un réseau de capteurs publics, classique, Météo France, évidemment, et la donnée type Weather Measure ou WINAT aujourd'hui sur la donnée un peu globalisée, plus des capteurs locaux, hein, effectivement, dans certains terroirs, au pied de la Sainte-Victoire par exemple,
il y a besoin d'avoir une information locale capteur. Donc on agrège tout ça dans un système qui s'appelle AgriData, qu'on met à disposition, smartphones et autres, auprès des agriculteurs pour qu'ils aient une information, je dirais, en temps réel, couplée à des conseils agronomiques. Donc on a besoin effectivement de la donnée météo brute, déjà, et après nous on a des experts agronomes en interne, et hydrologues aussi, qui décortiquent cette information et la transmettent sur des petits conseils là à la parcelle. Donc on a effectivement des conseils pour la filière à une échelle d'un grand territoire, et puis chaque agriculteur reçoit en fonction de son abonnement des conseils pour l'irrigation, pour diminuer sa consommation d'eau. L'enjeu étant in fine de diminuer la consommation d'eau tout en apportant à la plante la bonne dose. Merci. Dans ce que tu dis, ce que je reprends, c'est qu'il y a un conseil qui est fait aux agriculteurs en direct. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont des exploitations qui s'agrandissent, ils ont de moins en moins de temps à consacrer à tout ça, ils veulent avoir l'information la plus directe. La donnée Météovision, comme on la produit, permet d'avoir cette information partout sur son territoire et j'irais de massifier le conseil. Peut-être chez Natup, je sais que vous travaillez aussi sur des problématiques non plus irrigation, mais plutôt stratégie phytosanitaire et optimisation des traitements. Comment vous faites pour déployer du conseil en masse et quelques ordres de grandeur? Alors chez Natup, on travaille la donnée météo de plusieurs manières. On va la travailler en distribution de la donnée météo simple à l'agriculteur pour qu'il puisse anticiper ses chantiers. Et lui donner justement quels sont les bons créneaux optimaux pour bien travailler. On parlait de fertilisation azotée tout à l'heure, mais c'est aussi valable pour tout ce qui va être du travail du sol ou des choses comme ça. Donc on le distribue sur une application, comme ça les agriculteurs sont dans leur parcelle, ils n'ont pas forcément leur ordinateur, donc ils reçoivent directement sur le téléphone. Au-delà de ça, toutes les données météo, on va aussi les globaliser pour pouvoir les distribuer à travers des flashs d'informations. Donc là, ça va être sur des thématiques assez précises. Par exemple, pour la fertilisation sur prairie, on sait qu'il faut un certain cumul de température pour pouvoir apporter au bon moment. Et donc, justement, ce cumul de température, on le fait sur l'ensemble de la coopérative via les données météorologiques avec ce qui se déroule actuellement. Et justement, c'est un autre volet aussi. On utilise aussi les données passées, à l'inverse, pour pouvoir créer des modèles de prévision. Par exemple, les sommes de degrés jour. On peut faire le calcul sur les années passées et dire en fait cette année est-ce qu'on se projette sur une année qui est précoce, tardive, moyenne, et justement c'est des gros indices aussi pour nos agriculteurs. Et après dernièrement la donnée météo on va la valoriser dans des outils d'aide à la décision. Par exemple on a un outil qui s'appelle Avisio, c'est un outil d'aide à la décision pour raisonner sa protection fongicide sur blé, et ce modèle là en fait il est actualisé en fonction des conditions météo. Parce que les maladies vont se développer s'il y a de la chaleur, de l'humidité, des choses comme ça. Et ces modèles-là se réactualisent grâce à ces données. Et ça donne l'info à l'agriculteur. Est-ce que c'est intéressant que je protège à ce moment-là ou est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à protéger? Et donc, je fais l'impasse. Donc, c'est aussi une des applications de la donnée météo chez Natup. Et juste parce que quand on préparait l'entretien, tu me donnais des chiffres et moi je trouvais ça très parlant parce qu'en fait, on se rend compte de la masse d'informations qu'on peut fournir et le nombre d'agriculteurs qu'on peut toucher. Tu me parlais des cas céréales, orge et blé. Aujourd'hui, c'était combien d'OAD ou de parcelles qui étaient suivies grâce à ces technologies-là? Grâce à Avisio, la coopérative, on accompagne chaque année entre 5 et 6 000 parcelles de blé et entre 1 000 et 2 000 parcelles d'orge sur tout le territoire. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant puisque forcément, comme on le disait, on ne peut pas avoir des capteurs partout. Donc la donnée météo, on va pouvoir la mettre dans les modèles qui vont prévoir pour l'ensemble du territoire. Merci. Là, tu nous évoquais cette problématique de conseiller l'agriculteur. Moi, quand je suis au quotidien avec les agriculteurs, ce qu'ils nous disent aussi par rapport à la donnée, à la data, c'est on renseigne de plus en plus d'informations, mais elles ne sont pas toujours valorisées. À l'Alliance, Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon Céréales, vous aviez la même problématique. Comment accompagner un agriculteur dans sa stratégie phytosanitaire, dans sa stratégie de fertilisation? Vous avez eu une autre approche qui n'était pas celle de se lier à un partenaire, mais de construire, vous, un modèle en allant cherchant différentes briques. Oui, on a exactement les mêmes
les mêmes questions posées avec la météo. Finalement, elle est parfois au mois, parfois la semaine, parfois à l'heure, selon en fait ce que va faire l'agriculteur. Enfin, par exemple, une date de semis, c'est plutôt de l'ordre de la semaine, alors qu'un fongi, ça peut être à l'heure. Donc on a développé les mêmes outils, grosso modo, que ce que vient de décrire mon collègue de Natup, à la nuance près que on est parti aussi, nous, sur un précepte que mon responsable data dans l'équipe, Martin Lechner, appelle la règle de l'emmerdement minimum pour l'agriculteur, c'est-à-dire que on est parti sur une structuration finalement de la donnée de nos adhérents en essayant de lui demander qu'une seule fois de nous fournir finalement le renseignement de sa pratique au sein de son exploitation. Nous ensuite on a des data centers et on a une équipe qui entre guillemets nettoie la donnée, la rend propre, puis la transfère à une équipe entre guillemets qui fait du développement puisqu'on fait nos propres outils, parce que sur la partie, par exemple, fongicide, on a développé notre propre outil TopSepto, où on va de la même façon faire un conseil à la parcelle sur la prévision de faire ou de ne pas faire un fongi sur blé, sur orge. Et donc, en fait, on a développé nos outils avec cette équipe-là qui développe. Et après, on a des plateformes de restitution, alors soit sur PC, soit sur smartphone, de la même façon que vous, pour finalement rendre le conseil directement accessible par l'adhérent, en plus du reste, la donnée météo classique, voilà. Et donc on a notre propre service. Et en fait, alors après nous, ce qu'on prévoit dans notre modélisation, ce qu'on dit aussi, c'est que si la donnée elle existe quelque part, ou si l'outil est développé et puis qui peut se connecter à nos outils, on ne refait pas un truc qui a déjà été développé et qui se rend utile. Et c'est pour ça qu'avec Winat ça a été aussi intéressant, parce que finalement on intègre directement toutes les données dans nos centers, et donc après ça nous permet de la restituer sous la forme qu'on veut, quoi. Et de ne pas être dépendant d'un outil, d'un fournisseur ou autre, puisque moi j'ai toujours voulu être indépendant sur cette partie-là. Merci. Donc là, on est vraiment dans le concret pour l'agriculteur qui reçoit quelque chose de très personnalisé. Si je reprends un petit peu de hauteur, je sais que vous, à la SCP, vous fournissez aussi des solutions d'accompagnement à l'échelle des filières, entre autres l'oliviculture et la viticulture. Vous travaillez beaucoup avec le centre technique de l'olivier. Concrètement, comment vous travaillez avec eux et comment vous leur fournissez ce conseil qui va être après diffusé auprès des agriculteurs? Effectivement, alors ça passe par... Effectivement, c'est deux types d'actions. Il y a une action qui est une action, on va dire, de prestation de services auprès des agriculteurs qui souhaitent avoir... donc nous, on a un système, on a aussi développé AgriData, donc qui regroupe différentes données en fonction des besoins. On est plutôt sur des cultures méditerranéennes, mais aujourd'hui, les cultures méditerranéennes d'aujourd'hui seront les cultures de chez vous dans 50 ans. Hein. Donc voilà, vous pouvez venir... vous inspirer de la région sud, parce que toutes les régions deviendront, une grosse partie des régions deviendront méditerranéennes dans 50 ans. Donc on est sur l'olive, l'amande, effectivement, pistache, hein, et aussi pour produire localement. Hein. L'idée, c'est que l'amande ne vienne pas que de Californie et d'Espagne, mais la filière d'amande de Provence est en train de se développer fortement. Donc là, on vient... donc soit on est en conseil particulier, individuel auprès des agriculteurs, soit on est effectivement en conseil de filière. Et dans les conseils pour la filière, donc on fait des bulletins, là, ça fait partie de notre mission de service public. On fait des bulletins pour bien irriguer, adaptés à l'olivier, adaptés à l'amandier, etc., aux différentes cultures, ou évidemment à la vigne, qui est un sujet important dans la région sud. Et on monte aussi des projets de recherche, de R&D pour essayer, alors c'est souvent autour de l'eau, hein, mais ça peut être aussi autour, ça a été dit, de toute la stratégie phytosanitaire, hein, qui est un sujet important, qui est souvent lié à la dose d'irrigation. Donc voilà, auprès des filières, on travaille plutôt à un niveau de R&D, hein, donc on monte des projets. On travaille par exemple sur la réutilisation aussi des eaux usées auprès de ces filières.
Donc on utilise ces données météo là de manière publique et partagée pour monter ces projets. Donc on a les deux types d'interventions, soit auprès des filières, je dirais casquette service public, soit quand il y a une demande, là c'est de la prestation de service. Très bien, merci. La météo, comme on le dit, on le retrouve partout, à l'échelle d'une filière, à l'échelle d'un territoire, d'un opérateur local, d'un agriculteur. On se rend compte que cette donnée, elle va chez différents acteurs. C'était vraiment un besoin qu'avaient les filières de se dire ok, comment on rend interopérable toutes ces informations qu'on peut récupérer partout. Ça, c'était vraiment le travail qu'on a pu faire chez WINAT depuis des années. On a facilité la diffusion de nos informations météo. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je sais que c'est un projet que vous travaillez et un sujet que vous travaillez à l'Alliance. Concrètement, comment la météo dans l'intelligence artificielle peut aider l'agriculteur, et on voit souvent un peu ça comme une solution miracle, mais c'est quoi les précautions avant de faire de l'intelligence artificielle ? Ben oui, donc nous moi j'ai une équipe de 10 data analystes, dans tous les métiers que j'ai décrits. Donc effectivement, forcément, on s'intéresse à l'intelligence artificielle puisque on s'est intéressé à la donnée depuis maintenant 2018-2019. Je pense qu'un des préceptes préalables avant de se lancer dans des projets, c'est d'être sûr de sa donnée, entre guillemets, sûr qu'elle soit fiable, propre. Nous, on appelle ça une donnée propre. Et pour avoir une donnée propre, de toute façon, il faut nettoyer tout ce qui n'est pas fiable, tout ce qui est le plus interopérable possible. Donc nous, on est en API sortante ou entrante, peu importe. Sur la traçade des agris, on s'est ouvert à tous les outils. Nous, en tant que COP, on porte, on est affilié InVivo, donc on porte l'outil SMAG. Mais nos data centers sont ouverts à MesParcelles et aussi à Geofolia sans problème. Et après, comment faire ? Nous, on est en train de défricher. On a des projets, on a un certain nombre de projets qu'on ne souhaite pas encore trop dévoiler pour l'instant. Celui que je pourrais évoquer avec vous, c'est justement affiner notre prévision de collecte, parce que c'est un gros sujet, le sujet de la logistique, de l'isolement des lots, de la prévision de volume, mais aussi de qualité. Et donc, à travers tous les outils qu'on peut avoir de captation de données au départ, et l'historique, comme ça a été dit aussi, faire qu'avec l'intelligence artificielle, finalement, on affine un peu plus nos modèles. Nous, en interne, on a un challenge, on a appelé ça l'homme contre la machine. Parce que j'ai aussi un responsable agro dans mon équipe. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait les prévisions de collecte. Là, sur la base de sa connaissance agronomique fine, il a 20 ans de boîte. Donc, on fait l'homme contre la machine. Il s'appelle Michael Mimo, c'est la machine contre Michael. Voilà. Et donc, on va voir. On a fait un test déjà l'an dernier, on va en refaire un cette année. Et puis on a un certain nombre d'autres sujets connexes ou annexes de ça forcément. Quand vous vous intéressez à la donnée, c'est un champ, pas dire presque illimité, mais on a beaucoup de sujets quoi. Je vais rebondir sur ce que tu dis, entre autres pour conclure. C'est vrai que nous, là, on a présenté quelques cas d'usage de la donnée météo. Chez WINAT, c'est à peu près une centaine de clients qui utilisent nos API et qui utilisent nos données. Je dirais que c'est presque autant de cas d'usage dans la gestion de l'eau, dans la gestion énergétique, la ventilation des silos. Voilà, on a énormément de cas d'usage et il faut pouvoir rentrer dedans, avoir la bonne donnée pour pouvoir après valoriser cette information et rendre cette information opérationnelle. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Peut-être que vous avez des questions à nous poser et à poser aux intervenants. Juste, est-ce que tu peux parler de la qualité des données au-delà de l'IA ? La qualité, comme j'ai dit, après, on essaie aussi d'être incitatif pour les adhérents à ce qu'ils saisissent au plus près de leurs interventions. Je veux dire par là que c'est mieux s'ils font au fur et à mesure, parce que d'abord on se remémore plus ce qu'on a fait tout de suite, etc.
Puis après, de toute façon, nous, on a une équipe, enfin une partie de l'équipe data qui est là pour faire sauter toutes les données incohérentes ou en fait, on a mis des outils en place qui nous permettent de détecter. Par exemple, on travaille aussi beaucoup sur à partir des itinéraires techniques des adhérents, sur la vérification des conformités des cahiers des charges filières. Donc, en fait, on a mis des critères d'alerte sur sur certains écarts de pratique ou autres pour finalement soit faire sauter la donnée, soit la corriger, quoi. Et pour compléter, oui, la qualité de la donnée est autant importante que la quantité. Parce que la qualité, je vais prendre un exemple bête. Nous aussi, on a SMAG comme outil de traçabilité pour nos agriculteurs. Aujourd'hui, un agriculteur va rentrer son rendement. S'il rentre son rendement en quintaux, alors que c'est en tonnes, forcément, la qualité, elle est nulle. Et du coup, dans une étude de données, ça va tout fausser. Donc, par exemple, ça va être de pouvoir donner des bornes aussi au rendement. Si on considère qu'un rendement blé qui est correct, c'est 80 quintaux, et que 30 quintaux de moins, 30 quintaux de plus, c'est bien, des données à 150 quintaux, par exemple, elles sont évacuées, des données à 20, elles sont évacuées. Donc ça peut permettre de pallier à ce problème de qualité des données. Mais après, la qualité, elle est, comme le disait mon collègue, elle est dépendante aussi des agriculteurs. Donc plus on la saisit en cours de campagne, plus elle est de bonne qualité, on va dire. Et après, ce qui est important, c'est aujourd'hui, à l'ère de la décarbonation et des enjeux de production en adaptation au changement climatique, c'est aussi d'avoir la donnée aussi sur le maximum de la chaîne. Voilà, et donc c'est aussi un des enjeux. Ouais, pour compléter sur la qualité des données, je pense qu'il y a aussi l'enjeu de ne pas être simplement sur justement du big data et d'avoir, quand on est sur du conseil, en plus de l'information récupérée, données brutes sur le smartphone de l'agriculteur, il y a aussi un conseil agronomique. Dans ces échanges-là, on est à même de détecter aussi des anomalies, puisque à deux, entre l'agriculteur et l'agronome, c'est des moments aussi de détection d'erreurs ou d'aberrations de mesures. C'est le premier temps, puis après, effectivement, on complète. On a tous des équipes qui, effectivement, traitent les incohérences majeures dans les bases de données. Mais effectivement, on est dans un outil, on a quand même besoin d'humains, encore, et pour longtemps, je pense, pour dialoguer aussi. Et le but, c'est pas de donner une information technique seulement à la fin, mais c'est dans un dialogue. Et je pense qu'il y a aussi... qu'est-ce que tu en penses ? Les agriculteurs souvent savent ce qu'ils ont à faire dans beaucoup de situations. L'outil n'est pas toujours là pour... il peut faire varier des comportements, des itinéraires techniques, mais souvent ce qu'on constate, c'est que l'intuition est à 80% bonne, et parfois c'est simplement le dialogue, soit avec la machine, mais avec son smartphone, on dialogue quand même assez peu, mais un interlocuteur technique, quand il y a quelqu'un de chez nous qui vient, tout de suite ça valide un choix de stratégie phytosanitaire ou d'itinéraire technique. Donc gardons l'humain et prenons l'outil quand il est bon. Merci. Une question ? Parce que moi, sinon, j'en ai une. Pas de question. Alors moi, je vais vous poser une question. On a parlé beaucoup de qualité de la donnée, de quantité aussi, puisque comme on dit, une donnée au kilomètre carré, ça fait des milliers d'informations qu'on vous envoie quotidiennement. 2023, 2024, 2022, des années complètement différentes. Moi, ma question, elle porte sur la sensibilité, l'augmentation de cette sensibilité du métier d'agriculteur et des vôtres à la météo. Comment vous pouvez gérer ça et comment l'acquisition de ces données au cours d'une année peut vous accompagner dans des situations difficiles pour l'agriculteur ? Après, c'est une question compliquée parce que nous, dans notre étude de projection des cultures à 2040-2080, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'amplitude des données, des conditions météo, du coup, année après année, vont s'amplifier. Les amplitudes vont grandir, pardon. Et du coup, ça sera de plus en plus compliqué de gérer les aléas.
Alors après, à l'échelle d'une année et d'une campagne, quand on est parti, je dirais, pour faire une campagne de blé, une fois qu'on est parti, on est parti. Alors c'est autour, je pense que ça passera beaucoup sur la gestion des assolements aussi, où je pense qu'on modifiera les assolements. Ça passera par une gestion d'itinéraire technique. Nous, on a de l'expérimentation où on utilise des sondes WINAT sur des comparatifs longue durée d'expérimentation, speed direct, labour, couvert, non couvert, etc. On a des sondes tensiométriques où on mesure finalement avec la sonde capacitive le stress hydrique subi par la plante selon s'il y a eu couvert ou pas couvert, et on s'aperçoit qu'il y a quand même des techniques qui vont nous permettre d'atténuer ces aléas de changement climatique. Donc notamment avec le couvert, systématiquement on a plus de réserves utiles dans le sol quand on a eu des couverts que quand on n'a pas eu de couvert sur notre expérimentation qui date depuis alors après on mesure pas la donnée sur la réserve utile du sol depuis aussi longtemps que notre expérimentation, mais depuis 4 ans c'est ce qu'on constate, donc je pense que ça passera par là. Puis après on a des plateformes d'expé avec des nouvelles cultures qui sont présentes dans le sud. Parce que justement, on a prévu, comme tu l'as dit, qu'à Dijon, on aura le climat d'Avignon, donc on fera d'autres choses. Si je résume, s'adapter, ça c'est le mot fort, et puis après suivre en continu l'année en cours pour pouvoir réagir, c'est-à-dire passer de l'information météo à une action. Ouais, et puis je dirais continuer à améliorer les modèles météo, parce que climat méditerranéen est un sujet épineux pour les météorologues. Faut pas se cacher, on n'est pas encore au top collectivement sur la météo en climat méditerranéen. Comme le climat méditerranéen sera partout, ensuite ça vous intéresse tous, il n'y a pas que la Méditerranée qui est intéressée. Donc si on peut continuer, Météo France évidemment, les modèles publics et plus privés de météo, à compléter, à améliorer la donnée. On sait que c'est pas tellement toujours les modèles, mais la qualité de la mesure et la maille de ces modèles. Donc plus on aura de la donnée fiable, plus on sera pertinent collectivement, parce que on peut quand même, alors nous en tout cas pour certains aléas type grêle et autres, quand on a des infrastructures, filets anti-grêle, etc., encore faut-il avoir l'info qu'il faut sortir le filet anti-grêle pour garder sa récolte. Donc la donnée météo est quand même très structurante pour éviter les grandes pertes de récolte. Donc les gels tardifs, on est dans une région. Gel tardif et grêle la donnée météo est quand même essentielle. Je crois qu'on peut s'arrêter sur ces mots. La donnée météo, elle est essentielle. On a respecté le timing. Je vous remercie tous les trois d'être venus et d'avoir participé à cette table ronde, et je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On reste disponible si vous avez des questions. Merci.